RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette deuxième édition du Café des Sports. Un Café des Sports que vous attendez sans doute puisque nous le faisons dans la foulée de ce tirage au sort qui a eu lieu du côté de Washington. Et ça sera d'ailleurs le menu unique de cette émission d'aujourd'hui, à savoir le tirage au sort pour la prochaine Coupe du Monde de 2026. Et pour cela, nous avons réuni les meilleurs analystes, bien sûr. Et il y en a un qui revient, et il revient à un double titre parce qu'il est à la fois champion du monde et parce qu'il est aussi vice-champion du monde pour être à la fois français et argentin. Bonjour Alejandro, bonsoir. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci de revenir nous voir. Ça On est m'a tous fait plaisir. contents. Bon, alors vous allez remettre votre titre en jeu et ça va nous intéresser aujourd'hui. Il y a aussi le duo d'artistes. Ils sont là, ils sont restés. Et je pense que Rémi est très calme. Bonsoir Rémi. Ah oui, je suis calme parce qu'il faut savoir que l'eau calme est très profonde. Parce qu'il n'est pas qualifié. Comment je ne suis pas qualifié? Je suis lion. Il n'y a pas de lion au mondial. Si, il y en a justement, il y en a. Bonsoir Xavier. Bonsoir Annie. Oui, un très bon tirage et des belles affiches en perspective. Oui, c'est ce dont on va parler. Et puis, bien celui qui nous avait porté chance plusieurs fois et notamment en 2018. Un peu moins en 2022, Antoine. Il va falloir réparer ça. Antoine Grenier, bonsoir. Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Je suis là pour prendre une petite revanche amicale sur mon réfé, mon Argentin. Notre Argentin préféré. Il y a aussi Frédéric Suto du côté de Washington que nous allons rejoindre d'ici peu. Cette émission a été préparée avec Saliou Diouf et Guillaume Buffet, ainsi que Souel Kedir et Yann Bourdela. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. 1, 2, 3. USA! OK. 1, 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3. Good. Excellent. And now, our Mexican friends. Muy bien. Très bien. Et oui, le président de la FIFA est polyglotte, on s'en est rendu compte, et c'est ainsi qu'il a accueilli le monde dans cette salle du Kennedy Center de Washington. C'était pour lancer évidemment le tirage au sort dans la grande salle et pour surtout lancer cette compétition sportive qui est, dit-on, la plus suivie au monde, à savoir donc cette Coupe du Monde 2026. Alors il paraît, selon Monsieur Infantino, qu'il y avait 1 milliard de personnes qui suivaient le tirage au sort derrière leur écran. Je vous livre rapidement quelques affiches, parce que quand même, on a déjà salivé et on espère vous faire attendre, patienter quelques instants, mais on a quand même noté ces affiches dont on parlera évidemment dans l'émission. Ce France-Sénégal, bien sûr, comme on se retrouve. Il y aura aussi Brésil-Maroc, Allemagne-Côte d'Ivoire, Argentine-Algérie, Espagne-Cap-Vert. Et puis, nous parlerons évidemment des groupes et de ce qui peut se passer dans cette compétition. Mais pour l'instant, on va rejoindre notre envoyé spécial. Il est là-bas, avant qu'il ne devienne un pingouin gelé. J'appelle Frédéric Suto. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde. Quel casting, hein? Bonsoir Alejandro, Antoine, Rémi, Xavier. Vous avez l'air bien au chaud. Alors, c'est pas votre cas. On vous aperçoit à l'image et c'est vrai que vous ne devez pas avoir très chaud. Racontez-nous comment s'est passé pour vous ce tirage au sort, Frédéric Suto, parce que bon, la cérémonie a quand même duré pas mal. Et puis, vous avez fait un petit tour en zone mixte aussi. Oui, ça a été une longue journée qui a commencé très tôt, lever du soleil. La première surprise, ça a été la neige. Vous la voyez derrière nous, mais effectivement, Washington est recouvert de neige. Il a neigé toute la journée. Et avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, ce tirage au sort, tout le périple pour arriver au Kennedy Center, là où avait lieu le tirage,
Ça a été assez long. Sécurité absolue, vu que Donald Trump, le président américain, était là, allait venir depuis la Maison-Blanche, qui est à 3 km d'ici. On nous a demandé, là, tous les suiveurs, tous les médias, on était 300, 400, de poser au milieu de la route toutes nos affaires, tous les sacs. Et là, on a fait venir les chiens renifleurs et on a examiné les sacs un par un. Ça a duré 1h30 sous la neige, dans le froid. Et après, on a pu entrer à l'intérieur du centre pour assister à la grande cérémonie et au tirage au sort. Mhm. Alors, Frédéric, est-ce qu'il y a eu des clameurs, quelques bruits, quelques exclamations quand certaines affiches sont apparues de la main heureuse de certaines des grandes stars des sports, d'ailleurs pas seulement du football, qui procédaient au tirage au sort? Oui, et ces affiches, vous allez les décrypter, les analyser, mais l'une des premières, c'est le Brésil-Maroc. Hein, parce que c'est vrai qu'il a été un peu long ce tirage au sort à démarrer. On a mis toutes les têtes de série dans un groupe. Et dans le chapeau 2, où il y avait le Maroc, on a eu ce Brésil-Maroc, la première grosse affiche qu'on a eu à se mettre sous la dent. Et puis le Sénégal est arrivé un peu plus tard, France-Sénégal, au bon souvenir de 2002, l'épopée des Lions sénégalais qui avaient battu les champions du monde français en match d'ouverture pour aller jusqu'en quart de finale. Et puis le tirage ensuite, enfin, s'est mis en route. Côte d'Ivoire-Allemagne, pas mal aussi. Mhm. Ah oui, non, mais il y a Et vraiment de... l'Argentine, je crois, va croiser aussi une équipe L'Algérie. africaine. L'Algérie. Oui, exactement. Donc, alors, elle aura de quoi se mettre sous la dent. Frédéric, encore une petite chose. Ce tirage au sort a eu lieu, mais en fait, il y a beaucoup de détails qui seront définis demain par la FIFA, c'est-à-dire les horaires et puis les stades, exactement dans quel sens vont se faire ces circuits. Oui, on connaît les 12 groupes, ça ne va pas changer. Les équipes ont leur groupe attitré, elles ont leur zone, celles qui vont jouer plutôt dans l'est des États-Unis, les équipes qui vont se retrouver entre le Mexique et le sud des États-Unis, et celles qui seront plus sur la côte ouest, du côté de Los Angeles et San Francisco. Mais pour les horaires des matchs, pour l'ordre des rencontres, pour l'instant, on ne sait pas. Les ordinateurs là vont tourner pendant 24 heures avec aussi la pression des diffuseurs, des télévisions qui ont acheté des matchs très très chers. Par exemple, l'équipe de France, oui, on a un France-Sénégal. Mais si on le met ici à 21h, ça nous fait du 3h du matin en France, milieu de la nuit. Donc le diffuseur français va mettre la pression en disant non, nous il nous le faut dans la soirée en France, c'est-à-dire dans l'après-midi ici aux États-Unis. Mais ça multiplié par 48 pays qualifiés, c'est un casse-tête sans nom. Ouais, bah écoutez, c'est leur rôle. C'est l'argent qui va gagner à l'arrivée, vous inquiétez pas. Ouais, ça, on s'inquiète pas. Est-ce que par hasard, vous avez entendu une réaction ou deux de sélectionneurs avant de pouvoir être avec nous, Frédéric? Et comment? Oui, oui, on en sort tout juste là, de la zone mixte. L'un des premiers à se présenter, ça a été Papio, le sélectionneur du Sénégal, très fier de se retrouver dans ce groupe où on a l'équipe de France et la Norvège, plus un barragiste que l'on ne connaît pas encore. Papio, il était de ce match de 2002, il en a reparlé, les souvenirs sont là. Ensuite, on est allé voir Emers Faé, on l'entendra sur l'antenne sur les ondes d'RFI tout à l'heure, Allemagne-Côte d'Ivoire, mais lui, il est resté un peu plus général en disant c'est un groupe abordable, mais on est là pour sortir du groupe. Hervé Renard, l'Arabie Saoudite, Sébastien Minier, la fierté d'amener Haïti à la Coupe du Monde. Lui aussi se retrouve dans un groupe incroyable, Brésil, Maroc, Équateur pour Sébastien Minier. Ils ont défilé les uns après les autres. Walid Regragui également, qui a félicité
chaleureusement Sébastien Minier qui était là juste à côté de lui. Oui, parce qu'ils vont se retrouver donc. Et Didier Deschamps, je vous laisserai vous en parler. Hein. D'accord. Merci beaucoup Frédéric Suto d'avoir été avec nous dans ce studio. Nous au chaud, vous au froid. Mais on vous envoie tous nos, Ah oui, là, les nos mains sont encouragements. On vous envoie tous nos encouragements. On vous laisse aller vous réchauffer. Merci beaucoup Frédéric et à très vite dans le J'ai bien Café des cherché, Sports. On n'a pas vu le Cameroun. Hein. Rémi s'est presque endormi, mais on va le réveiller. On va le faire agir. Merci beaucoup, Frédéric. À très bientôt. Alors, les amis, allons-y. Match, d'abord, un petit commentaire sur le match d'ouverture. Xavier, Mexique, Afrique du Sud. C'est un remake. Alors, C'est un remake de match d'ouverture. C'était déjà l'affiche de l'ouverture de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. oui. Ça a été Afrique du Sud, Mhm. Mexique. C'était dans le groupe de la France, d'ailleurs. Et ça s'était achevé sur un score nul, un partout. Mhm. Et alors, ce qui est amusant, c'est que ça sera la 3e fois que le stade Azteca, ô combien mythique de la ville de Mexico City, eh bien, recevra l'ouverture d'une Coupe du Monde. Donc, c'était à signaler. Et l'Afrique, donc, participera dès le match d'ouverture. Alors, les groupes, il y en a 12. Est-ce que, Rémi, vous avez repéré un groupe de la mort? Oui, déjà, il faut savoir que le groupe de la France, c'est un véritable groupe de la mort. Ah, vous trouvez? Oui, moi je trouve ça parce que être quand même avec la Norvège, le Sénégal, c'est pas facile parce que lorsque vous essayez de regarder toutes ces équipes-là, vous vous rendez compte quand même que chacune représente aujourd'hui une efficacité terrible, surtout sur le plan Ouais. offensif. On a d'un côté Mbappé Haaland et de l'autre côté aussi le Sénégal qui ne blague pas, bien évidemment aussi. On peut aussi Ouais. dire que le groupe du Maroc n'est pas aussi facile que ça. Ah bah oui, avec le Brésil. Alors, allons-y sur ce groupe I quand même, qui paraît être un des plus relevés, si ce n'est le plus relevé. Et puis, avec ce France-Sénégal, qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà, Antoine? Disons que la chance mythique de Didier Deschamps a porté cette fois-ci plutôt sur la localisation du groupe que sur les adversaires en tant que tels. C'est-à-dire que il nous a habitués à des tirages au sort beaucoup plus cléments. Didier Deschamps, dans son long parcours de sélectionneur, qui s'arrêtera d'ailleurs à la fin de cette Coupe du Monde, quel que soit le résultat. Retrouver le Sénégal pour l'équipe de France, ça n'est évidemment jamais anodin. Se retrouver face à la Norvège, ça nous promet mine de rien un duel entre deux joueurs qui visent le ballon d'or à un moment ou un autre dans leur carrière, et ce duel entre Mbappé et Haaland, forcément les gens vont l'attendre. On attendra l'identité du quatrième homme, de la quatrième nation, pour voir si ce groupe est finalement très homogène ou s'il va y avoir un petit poussé. A priori, il y aura un petit poussé, mais il peut être plus ou moins grand. France-Norvège, Alejandro? C'est vrai que tout le monde avait un peu peur de cette équipe qui était dans le chapeau 3, hein, si je ne me trompe pas. Et tout le monde se disait, bon, la Norvège, mais les Italiens, et Matteo Cioffi, notre correspondant, nous en parle souvent de cette Norvège qui les a beaucoup embêtés dans leur groupe. Effectivement, ça risque. Haaland, on le connaît, quoi. Haaland, on le connaît. D'ailleurs, Et on le Haaland redoute. et Mbappé vont se retrouver dans quelques jours, mais avec leur club. Et là, ils vont se retrouver donc avec leurs équipes nationales. Ce sera le 4e match, donc déjà peut-être un match où l'enjeu sera moindre si les deux équipes démarrent bien la compétition, mais c'est quand même un petit clin d'œil, oui. Une chose à dire quand même sur le déroulé de la compétition, il y a 12 groupes et il y a 48 équipes sur la ligne de départ, il y en aura 16 éliminés, ça veut dire 32 qui resteront, ça veut dire les 2 premiers de chaque groupe et plus 8 meilleurs 8e. Des 12 meilleurs 3e. 3e, pardon. 8 des 12 meilleurs 3e. Ouais. Donc, normalement, la France, à la même limite, dans un groupe difficile, doit sortir. Parce que le 4e, le petit poussé auquel vous faites allusion, ce sera soit la Bolivie, soit l'Irak, voire le Suriname. Donc, a priori, la France, de toute façon, même s'il y a un accident comme il y a eu en 2002 contre le Sénégal, elle doit pouvoir avoir au moins 3 points pour assurer une place de meilleur 3e. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif des têtes de série, et notamment des 4 premiers au classement mondial FIFA, l'Espagne, l'Angleterre, enfin l'Espagne, l'Argentine, la France et l'Angleterre, c'est d'être premiers de leur groupe parce que ça leur garantit de ne pas se rencontrer avant le dernier carré.
Alors bien sûr, ça ne les empêchera pas d'avoir des adversaires forts en 16e, en 8e ou en quart de finale. Mais au moins, ils éviteront de se rencontrer. Et quand on connaît Didier Deschamps, on sait que l'objectif, ce sera clairement d'être premier. Ouais. Donc déjà, vous avez un match contre le Sénégal pour commencer, c'est pas gagné. Et ensuite, la Norvège pour assurer éventuellement la première place du groupe. C'est compliqué. Et l'objectif de Deschamps, et lorsqu'il a réussi lors des grandes compétitions, c'est qu'il avait un premier tour qui était quand même plutôt facile. Ce qui fait qu'il pouvait faire tourner, que le troisième match, il pouvait mettre les remplaçants. Là, a priori, ce ne sera pas le cas. Et la dernière fois que c'est arrivé, Antoine me confirmera, c'était à l'Euro 2021, où là, ils étaient dans un premier groupe avec le Portugal, Oui, l'Allemagne ça s'était mal passé. et la Hongrie, avec match nul à Budapest. Et c'est pour Et ça l'équipe qu'on de se France s'est retrouve fait avec sortir dès les huitièmes avec de la finale. Suisse. Alors, France-Sénégal, ça sera le premier match de cette équipe de France. Et évidemment, ce n'est pas anodin. Je crois que dans toutes nos têtes, en tout cas entre ici à Paris et là-bas à Dakar et dans nos deux pays, eh bien, on se souvient tous d'un certain match de juin 2002 en Corée du Sud. Il a récupéré le ballon, il le récupère. Attention à l'ouverture de l'autre côté, ça but. Oh là là, le premier but. Le premier but du mondial, marqué par un Africain. C'est Pape Bouba Diop qui marque à la 30e minute de jeu. Aujourd'hui, en battant l'équipe qui est championne du monde, le Sénégal est championne du monde. Rémi, on s'en souvient tous de ce moment-là, n'est-ce pas? D'abord en 2002, un Africain qui marque le premier but, le Sénégal. Et en plus, cette phrase, c'est une phrase prononcée par le président Abdoulaye Wade. On le voit encore devant la grille de la présidence à Dakar, en train de parler évidemment à des Sénégalais qui étaient heureux. Mais ça avait été un mauvais présage pour l'équipe de France, ce premier match. Tout à fait, d'autant plus que la France avait quand même la meilleure attaque. C'est-à-dire Mais que... on croyait. Ah oui, on croyait. Les meilleurs buteurs. Oui, Ça, meilleurs c'est pas buteurs forcément et une meilleure tout. attaque. C'est-à-dire, si vous aviez à l'époque quand même tous ceux-là qui étaient meilleurs buteurs dans les grands championnats, et vous arrivez devant une sélection qui n'a pas encore pris part à la Coupe du Monde, eh bien, c'était quand même une grosse surprise. Sauf que, bien évidemment, j'ai l'impression que l'histoire est en train de se répéter. C'est un certain Pape qui avait marqué. Mhm. Alors, Cette fois-ci, Bouba Diop, qui n'est plus l'entraîneur, parmi le nous. sélectionneur, c'est un Pape, Pape Thiaw. Et les attaquants, on a encore Pape Makhtar Sarr. Ah, Moi, j'ai- non, mais, Vous regardez dans cette association de vous faites le Papes-là. marabout, là, Rémi. Alors, Antoine. je ne constate que des faits. Je ne constate que des faits. Parce que là, vous avez également aussi, de l'autre côté, un autre ailier qui joue aussi presque la même chose en Angleterre actuellement. Yamin Ndiaye. Donc, moi, je me dis quand même que cette équipe du Sénégal peut véritablement surprendre. Alors, Elle l'a Antoine, déjà fait. Elle l'a déjà fait il y a 24 ans, donc pourquoi pas rééditer? Non, ce qui est clair, c'est que cette confrontation entre la France et le Sénégal, c'est un cadeau que nous a fait ce tirage au sort qui va permettre aussi de mesurer l'évolution, mine de rien, des deux nations depuis 24 ans désormais, parce que le Sénégal a perdu ce statut de surprise qui était le sien en 2002, une équipe qui arrive face aux champions du monde. Des champions du monde qui, au passage, étaient un peu arrivés comme des rockstars. Ils étaient champions du monde, champions d'Europe. Ils étaient intouchables, totalement intouchables. Et ils ne s'étaient pas bien préparés, ce qui ne sera certainement pas le cas avec Didier Deschamps, qui fera vraisemblablement pas cette erreur-là. Ce qui est sûr, c'est que le Sénégal, désormais, arrive avec un statut de champion d'Afrique. Mais oui. Mine de rien, un titre gagné, une finale perdue en 2019. une expérience. Une expérience, des joueurs qui sont top niveau Dans des grands désormais, dans des championnats. très grands championnats, et qui offriront une autre adversité que celle à laquelle la France pourrait être habituée dans une compétition. Attention, que les Bleus maîtrisent par cœur. Et la France C'est-à-dire n'arrive qu'ils pas restent sur championne deux du finales. monde, Antoine. Non, c'est- mais ils arrivent finalistes, ils restent sur deux Exactement. finales consécutives, Mhm. ce qui est une performance qui est extrêmement rare. Donc, a priori, et je l'ai dit, c'est la dernière de Didier Deschamps, donc il va certainement pas se relâcher maintenant, d'autant qu'il ne s'est pas relâché du tout depuis qu'il est à la tête des Bleus. Non, Pape puis ce qui Matar s'était Sarr, passé- milieu de terrain, c'est ça Rémi Ce qui s'était Oui. passé il y a 24 ans, moi j'en avais beaucoup parlé après coup avec Bruno Metsu, qui était le sélectionneur français du Sénégal, et il avait extrêmement bien préparé ce match pour piéger les Bleus.
Et comme le disait d'ailleurs Antoine, les Bleus étaient arrivés un peu en rockstar. Je me souviens de leur dernier match de préparation contre la Roumanie au Stade de France. Ils avaient été d'une médiocrité crasse et ils n'avaient pas trop accepté les reproches qu'on leur faisait. Et ils étaient arrivés effectivement en champion du monde et ils s'étaient lancés à l'abordage et s'étaient fait piéger en contre-attaque par un Sénégal extrêmement bien préparé. Ils profitaient de leur statut et ils étaient un peu moins concentrés. Avec Didier Deschamps, ça risque pas de se passer comme ça, on le connaît. Donc ce sera sûrement un tout autre match, mais ce sera un match très intéressant parce que le Sénégal est aujourd'hui, à mon avis, la meilleure équipe d'Afrique. Alejandro, justement, sur cette... parce que le Sénégal, on l'a vu il n'y a pas longtemps, alors on en parlera, mais ils ont battu le Brésil en match amical, ils ont battu d'autres sélections... Ah non, ils ont perdu. Non, ils ont perdu 0-2. Mais ils ont perdu 0-2. Oui, récemment, mais ils les avaient déjà battus. Parce qu'il faut quand même dire que ce match-là, bien évidemment, ça va aussi permettre à Pape Thiaw de pouvoir revoir au niveau de son milieu de terrain, parce qu'il a beaucoup failli, ce milieu de terrain-là. Et puis, je crois aussi qu'il y a eu les erreurs d'un gardien quand même qui est assez expérimenté. Donc, je crois que cette équipe du Sénégal, c'est aussi à partir de petites erreurs comme ça qu'elle va essayer de grandir. Alejandro, sur l'ensemble du groupe, finalement, alors on a une inconnue, parce qu'il y a encore 6 inconnus dans cette compétition et dans ce tableau. Donc, on ne sait pas quel est le quatrième partenaire dans le groupe I, mais quand même, comment voyez-vous l'équipe de France expérimentée, même s'il y a des nouveaux, des jeunes, il y a quand même une équipe de Bleus et qui assume son statut de vice-championne et qui a des ambitions, toujours. Il y a toujours des incertitudes en matière de football, mais a priori, la France devrait finir première. Cela dit, pour le Sénégal, le fait d'affronter la France dans le premier match est un avantage considérable, parce que le Sénégal va sans doute bien préparer ces matchs, alors qu'il est probable que les Français vont arriver avec beaucoup de joueurs qui vont sortir tout juste des compétitions européennes, des championnats très disputés, et du coup qui seront probablement un peu moins affûtés. Mais les joueurs sénégalais, ils jouent ici, en France. Oui, ils jouent également en Première Ligue. Vous n'allez pas dire que c'est des joueurs, à part Sadio Mané, ou encore leur capitaine, mais... Tous les autres, ils sont quand même ici. Donc, on ne peut pas dire que les joueurs sénégalais auront un avantage par rapport à l'absence de compétition, par rapport au repos, par rapport à ceci. Mais les joueurs français sont pour la plupart dans des très grands clubs qui risquent d'aller très loin en Ligue des Champions. Et ça peut éventuellement peser au moment de la préparation. C'est la 6e fois que l'équipe de France a un adversaire africain en phase de groupe d'une Coupe du Monde, et c'est un continent face auquel les Bleus ont un bilan sportif négatif. C'est-à-dire qu'ils ont été battus 3 fois par des nations africaines, le Sénégal, l'Afrique du Sud en 2010, et le troisième m'échappe, c'était la Tunisie au Qatar. Et ils n'ont gagné que 2 matchs. Donc c'est une manière aussi pour les Bleus de remettre un petit peu, s'ils s'imposent sur le Sénégal, ça peut être une motivation supplémentaire de remettre les pendules à l'heure. Antoine, juste pour terminer sur les Bleus, sur ce groupe, comment voyez-vous cette équipe de France par rapport à celle de 2022 ? C'est une excellente question, Annie. Elle va arriver évidemment dans des dispositions qui seront un petit peu différentes, parce qu'elle est arrivée au Qatar en 2022 en tant que championne du monde avec un titre à défendre, ce qui met forcément un petit peu plus de pression. Elle est parvenue en finale. On ne va pas revenir une énième fois sur le scénario de cette finale qui était complètement qui était à la limite de l'aberration, et c'est un match qui reste évidemment dans les mémoires. Elle a fini première de son groupe de qualification dans un groupe où, sans faire injure aux adversaires, elle devait terminer première. Elle a fait le job, mais elle n'a pas forcément convaincu en termes de jeu. Exactement. Et les essais qu'a pu faire Didier Deschamps en termes de tactique et d'essayer, il va falloir que des joueurs qui ont montré des choses en équipe de France dans les matchs de qualification ou dans d'autres rencontres vont devoir être au niveau, je pense à Michael Olise notamment, dans une Coupe du Monde. Et c'est une autre histoire, c'est une autre affaire. Souvenez-vous, moi je comparais un petit peu à ce qui s'était passé justement début des années 2000. La France est championne du monde en 98, elle se vautre en 2002,
Et ceux qui sont restés jusqu'en 2006, ils avaient vraiment la rage et l'envie de gagner parce que parmi eux, il y en a qui n'avaient jamais été champions du monde. Et il y en a qui l'avaient déjà été, mais qui voulaient le redevenir. Et cette équipe de France, malgré ses imperfections, elle va jusqu'en finale en 2006. Donc moi, je pense que la motivation des joueurs, même s'ils sortent d'une saison extrêmement fatigante pour ceux qui jouent dans les grands clubs, qui iront loin en Ligue des Champions, elle sera intacte. Et le management de Didier Deschamps, en général, il laisse de toute façon pas de place à ceux qui ne sont pas motivés à 100%. Parlons d'un autre groupe et d'un autre choc dont nous parlait aussi tout à l'heure Frédéric, parce que c'était le premier gros match qui apparaissait dans ce tirage au sort, c'est évidemment Brésil-Maroc. C'est là, Rémi, que je pensais au Brésil qui s'était frotté à une équipe africaine et qui, s'en était mal sorti. Parce que les hommes de Carlo Ancelotti, ils vont retrouver ceux de Walid Regragui. Alors, comme en 1998, on s'en souvient, ils étaient dans le même groupe, n'est-ce pas Avec l'Écosse aussi. Et avec l'Écosse aussi. C'est un groupe où 3 des 4 équipes se sont déjà affrontées. Oui, alors les par le hasards, passé. et puis aussi, il faut qu'il y ait dans chaque groupe, en gros, une équipe européenne, une équipe africaine, une équipe d'ailleurs. Donc, ça crée aussi parfois. On va avoir du spectacle, non Brésil-Maroc. Oui, il y aura du spectacle parce qu'il faut déjà dire que le Maroc... Alors, c'est eux qui se sont rencontrés à Tanger il n'y a pas longtemps et c'est le Maroc. Et c'est le Maroc qui a gagné. Ah oui, parce qu'il faut savoir que même sur les matchs éliminatoires de Coupe du Monde, le Maroc, à part une défaite en 2015 contre la Guinée équatoriale, n'a plus perdu. Et quand on essaie de regarder aussi les matchs, même sa qualification, le Maroc, c'est 8 matchs et 8 victoires. Donc aujourd'hui, le Maroc ne devrait pas être au chapeau 2. C'est le chapeau 1. Mais sauf qu'il y a des pays organisateurs. Parce que le Maroc est quand même numéro 11 au niveau de ça. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, cette équipe du Maroc qui nous a montré ses compétences et surtout, j'ai vu... Avec le même sélectionneur. Avec le même sélectionneur. Les au Qatar. difficultés que le Portugal a eues. Quand on sait quand même que c'est ce Portugal, par la suite, qui est venu remporter, bien évidemment, la Ligue des Nations. Donc, aujourd'hui, j'ai dit, s'il y a une équipe sur laquelle il faut véritablement compter, ce sera absolument le Maroc. Le Maroc. Pas le Cameroun? Non. Oh non. Excusez-nous, Rémi, on a envie de vous provoquer. Antoine, comment vous voyez-vous ce groupe et puis cette rencontre, quand même, ce choc? Mais Frédéric l'a dit, c'est le premier choc. Vous qui que partez nous a bientôt offert au Maroc à la tirage au CAN. sort. Absolument, mais c'est justement là où je voulais en venir, c'est que la manière que les Marocains vont avoir d'aborder la Coupe du Monde va dépendre en partie de ce qui va se passer dans leur Coupe d'Afrique des Nations. Imaginez le plantage général, ils sortent pas, ça risque d'être compliqué, mais ils sortent pas de leur groupe de la CAN. Ils font une mauvaise CAN. C'est du football fiction, et honnêtement, mais si ça arrive, très franchement... aller jusque-là, s'ils ne gagnent pas la CAN, ce sera une déception. Ça sera une déception. Tellement attendus qu'ils doivent la gagner, cette Coupe d'Afrique des Nations. À partir du moment où ils ne la gagnent pas, déjà, il y aura un peu de doute autour de la capacité de cette équipe, entre guillemets, à progresser. Ils sont demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. La dernière CAN, ils n'avaient pas été au bout. Cette fois-ci, ils sont chez eux, ils doivent la gagner. Et donc, ils ont une pression considérable. Effectivement, un échec, s'ils ne gagnent pas cette CAN, forcément, la Coupe du Monde, ils auront une pression supplémentaire. D'autant qu'il y a un seul rendez-vous derrière en mars, avant la préparation de la Coupe du Monde, pour pouvoir éventuellement se remettre un petit peu la tête à l'endroit. Après, si le Maroc gagne la Coupe d'Afrique des Nations, il arrivera avec un statut où il sera encore plus attendu que le statut de demi-finaliste de Coupe du Monde qu'il a d'ores et déjà acquis, et en battant l'Espagne, et on se souvient du parcours et de la défaite en demi-finale contre l'équipe de France. Mais le Maroc, effectivement, est le numéro 1 africain sur cette Coupe du Monde. Alejandro, le Brésil a 5 Coupes du Monde, c'est le seul pays actuellement à en avoir 5, mais ces dernières saisons, depuis leur victoire en 2002 avec la bande DR, là, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, ils n'ont plus remporté la Coupe du Monde. Ils ont du mal parfois à arriver au-delà, et je crois qu'ils ne sont pas arrivés au-delà des quarts de finale, sauf chez eux, là, mais ça s'était très mal passé. Est-ce que ce Brésil fait encore peur? On a vu du mieux, c'est vrai, dans le match, on a eu la sensation, contre le Sénégal, qu'il a pris à cœur ce match récemment à Londres. Disons que c'est un peu un inconnu, ce Brésil, d'Ancelotti, parce qu'Ancelotti est arrivé à la fin des éliminatoires. Il n'a pas joué avec le Brésil des matchs en jeu. Et ils étaient presque qualifiés. Presque des matchs amicaux. Ils n'allaient pas hyper bien, mais bon.
Oui, sont... et les derniers matchs étaient quand même des matchs très accessibles face à des équipes qui étaient éliminées, comme le Pérou et le Chili. Donc, c'est une équipe dont on ne connaît pas vraiment la valeur en compétition, et ça Mais on va connaît la être valeur d'Ancelotti. intéressant. L'avantage pour le Brésil, comme pour le Maroc, c'est que les autres équipes qui composent ce groupe C sont l'Écosse et Haïti, qui ne devraient pas les empêcher quand même de se qualifier tous les deux pour les 16e de finale. Haïti, alors évidemment, les pauvres, ils sont pas là pour remporter la Coupe du Monde, vu leurs moyens et le contexte qui les empêche parfois de bien travailler. Mais Alejandro, c'est quand même une belle chose de rencontrer le Maroc et puis le Brésil. Oui, c'est sympathique, je pense, pour le grenadier haïtien, dont l'objectif sera surtout d'éviter des raclés. Je pense que c'est principalement ça qui va motiver cette équipe, comme quelques autres équipes un peu inconnues qui arrivent en Coupe du Monde. Il y a bien longtemps, il y avait eu un match amical, une fois où le président Lula s'était rendu à Port-au-Prince. Il y avait eu un match amical entre les Grenadiers et l'équipe des stars déjà du Brésil, qui était Ronaldo, Ronaldinho. Ils étaient allés grâce aux Nations Unies. Continuons alors dans cet examen, disons, des groupes. Et puis, on est guidé, évidemment, par les équipes africaines. Alors, Rémi, tout à l'heure, je vous ai vu sauter de votre chaise quand il y a eu ce tirage au sort entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Oui, parce que il faut savoir que l'Allemagne, c'est une grande équipe, mais également aussi, il faut faire très attention avec la Côte d'Ivoire, parce que cette équipe a remporté non seulement une CAN Récemment. Oui, récemment, mais surtout, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est l'une des équipes africaines qui part à la Coupe du Monde sans encaisser un seul but. C'est comme la Tunisie. Et ça, c'est très important quand on a une assise de cette envergure-là. Donc, moi, j'ai regardé les prestations de l'Allemagne. Oui, l'Allemagne a remporté la Coupe du Monde en 2000. Mais à part 2014, il n'y a plus rien. L'Allemagne n'a pas pu traverser le premier tour. Or, aujourd'hui, cette équipe de Côte d'Ivoire peut, bien évidemment, parce qu'on dit qu'on cherche comment est-ce que la tactique des Mersfay est, mais c'est une équipe qui est agressive et c'est une équipe qui est très compétitive, qui peut aller un peu plus loin. Pour moi, aujourd'hui, les gens qui ont commencé à dire que non, c'est que l'Allemagne, c'est une très grande nation et tout et tout, moi, je crois quand même que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a des armes et il ne faut pas directement dire que les éléphants, ils seront broyés par les Allemands. Non, 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 ce n'est pas possible. De toutes les façons, il y a un proverbe allemand, un proverbe africain qui dit... Ah oui, c'est un proverbe africain qui devrait interpeller les Allemands parce que justement, ce proverbe dit que on ne met pas les condiments à table alors que l'éléphant est encore en brousse. Oui, bah, surtout... Il y a un élément important dans ce groupe, c'est déjà les voyages. Il va y avoir beaucoup de déplacements longs. Parce qu'ils vont jouer Philadelphie, Houston, Toronto, Kansas City, New York. Donc, on n'a pas encore le calendrier, mais ça veut dire c'est que... d'est en ouest, Ouais, ça va, pour l'Allemagne étant tête de série, elle risque de rester dans le nord-est, mais la Côte d'Ivoire risque de beaucoup bouger. Et puis, il commence par un match très important contre l'Équateur. Ouais. Et il faut rappeler qu'il y avait eu, lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, un Sénégal-Équateur décisif pour la qualification en huitième de finale derrière l'Angleterre. Et là, la Côte d'Ivoire va commencer tout de suite par ce match contre l'Équateur. En partant du principe que l'Allemagne est la tête de série et a priori la favorite, ce match contre l'Équateur risque d'être très important. Et l'Équateur a fait une très bonne campagne de qualification en Amérique du Sud. Ils ont terminé deuxième. Et donc, c'est une équipe qui va être un adversaire très sérieux pour les éléphants. L'inconnu, presque, en ce moment, quand même, Alejandro, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, on la voit dans les matchs de préparation, dans les matchs de qualification. Elle peut écraser son adversaire et parfois, ça peut être un adversaire de grande valeur. Et puis, des fois, encaisser des défaites surprenantes. Oui, c'est pour ça que, comme le disait Xavier, ce premier match contre l'Équateur va être très important. D'autant que l'Équateur a quand même des joueurs de tout premier plan. On voit Caicedo à Chelsea, on voit Pacho au PSG. Enfin, il y a plein de joueurs qui sont pas là pour rien. Excellents et ils viennent avec des grosses ambitions. Donc, attention, ce premier match va valoir cher. Ouais, c'est ce qu'on, en tout cas sur ce groupe. Alors ensuite on a je vais le réserver Tunisie, à Alejandro. Égypte, Non, alors on avait envie de Algérie. parler d'Argentine quand même, les champions du monde. Alors on se demandait s'il y aurait un France-Algérie, finalement ça sera un Argentine-Algérie. Oui. Alejandro. Alors, les Argentins C'est pas le premier match. étaient intéressés par les adversaires qu'ils allaient trouver, mais aussi
par les lieux où ils allaient pouvoir s'installer. Ils espéraient Miami. Finalement, ils héritent d'un groupe où Alors, ils vont... Miami, on se souvient pourquoi, parce que pendant le mondial des clubs, on avait vu ces hordes de supporters, Oui. parce qu'il y a beaucoup de latino-américains qui vivent en Floride et qui avaient suivi Boca Et surtout pendant le les mondial des clubs. Argentins. Miami, c'est une ville très familière pour les Argentins, alors qu'ils vont se retrouver à Kansas City, à Dallas, à San Francisco. Donc, ce n'était pas du tout ce qu'ils souhaitaient. Deuxième aspect, l'Argentine a été championne du monde pour la 3e fois. Les 2 fois précédentes, à chaque fois que l'Argentine est entrée en jeu dans la compétition qui suivait, elle a perdu le premier match. En 82, c'était contre la Belgique. Donc, elle va perdre contre l'Algérie. En 90, c'était contre les Nabil Cameroun. Jelil vous écoute. C'était contre les Cameroun. Donc ça peut être... les Argentins étant très superstitieux, c'est un élément qui pèse. Et ils auraient bien aimé avoir un adversaire autre que l'Algérie pour ce premier match qui leur rappelle aussi la contre-performance à la dernière Coupe du Monde face à l'Arabie Saoudite. Bon, ils se sont bien rattrapés après. Oui. Mais là, ils savent que s'ils finissent pas premiers de leur groupe, s'ils finissent 2e, ils risquent de trouver l'Espagne dès les 16e de finale. Donc, c'est quand même une pression assez importante. Et ce premier match contre l'Algérie, qui est une équipe qu'ils n'ont jamais affrontée en Coupe du Monde, je crois qu'il y a eu un seul amical que l'Argentine a gagné il y a longtemps, mais sinon, c'est une équipe un peu inconnue. Alors, Scaloni, le sélectionneur argentin, a dit que Petkovic, le sélectionneur algérien, a été son entraîneur quand il jouait à la Lazio, donc ils se connaissent et ils vont probablement échanger un petit peu avant la Coupe du Monde. Antoine, Ça va être un face-à-face entre 2 équipes qui ont du caractère, à défaut d'être toujours brillantes dans le jeu. Ça promet quand même un sacré combat d'entrée de jeu pour les 2 équipes. C'est le genre de match qui peut laisser des traces sur une compétition qui en plus va être longue. Il va falloir être tout de suite dans les starting blocks pour les Argentins. D'autant plus qu'en tant que champion du monde, on est toujours plus attendu que n'importe quelle autre équipe face à une Algérie qui est capable de renverser à peu près n'importe qui dans un bon jour. La chance des Argentins, c'est finalement qu'ils tombent sur l'Autriche et la Jordanie, qui va d'ailleurs disputer sa toute première Coupe du Monde. Donc les Autrichiens sont quand même dans un trou. C'est pas l'Autriche. Le trou a été très très long et ils peinent à en sortir malgré tout parce que les Autrichiens sont pas forcément. Il y a des très bons joueurs, mais c'est pas une équipe qui convainc beaucoup. Ouais. Quant à la Jordanie, a priori, l'Argentine devrait s'en sortir. C'est sa première Coupe du Monde. Rémi, que vouliez-vous ajouter ? Il faut savoir que l'Algérie, même si elle ne gagne pas souvent beaucoup, mais devant les fortes équipes, les fortes nations, c'est là où l'Algérie s'en sort. C'est-à-dire que, d'ailleurs, même, on peut voir encore face à l'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest, l'Algérie gagne par 2-1. On se souvient de ce match-là. Et on a vu, par exemple, l'Algérie face à l'Angleterre en Afrique du Sud. L'Algérie a tenu quand même l'Angleterre en échec. Ça a été presque la fête au pays. Mais surtout, ce match est très important. Cette poule est très importante. Pourquoi ? Parce qu'on se souvient justement qu'en 82, l'Algérie devait être qualifiée pour le 2e tour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'Algérie avait battu l'Allemagne, et bien derrière, l'Autriche a battu l'Algérie 2-0. L'Algérie est partie battre le Chili 3-1. Et au dernier match, c'est là où il y a eu la magouille la plus insolite de la planète Terre. C'est-à-dire que l'Allemagne et l'Autriche se sont arrangés à éliminer l'Algérie. Donc, l'heure de la vengeance a sonné. Les fenêtres à la chasse. On va passer un peu rapidement sur les autres adversaires, mais Espagne-Cap Vert, Xavier. L'Espagne qui est la tête de série numéro 1 dans cette Coupe du Monde. Numéro 1. Elle a un premier tour qui devrait être à sa main, puisque le Cap Vert, qui participe à la Coupe du Monde pour la première fois, qui n'est même pas d'ailleurs qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard, c'est une équipe qu'on connaît. Puis l'Uruguay de Marcelo Bielsa, qui est d'ailleurs... qui n'est jamais facile à jouer. Ouais, dans l'histoire, ils se sont déjà rencontrés 2 fois, l'Espagne et l'Uruguay. Et bien, figurez-vous que ça a fait à chaque fois match nul. On aura aussi un Belgique-Égypte parmi les équipes africaines, un Pays-Bas-Tunisie
qui est aussi très intéressant. Et puis Angleterre, Ghana. Donc voilà pour ce qui est des nations africaines. Et on attend de savoir s'il y en aura une 10e qui serait la RDC et qui tomberait dans le groupe du Portugal, de l'Ouzbékistan et de la Colombie. Ce sera un groupe compliqué. Exactement. Moi, j'aimerais juste qu'on s'arrête sur une chose. Il y a des grandes stars qui vont disputer leur Coupe du Monde et ça sera sans doute la dernière pour eux. Alejandro, la dernière de Messi, la dernière peut-être de Ronaldo, la dernière de Modric aussi, sans doute, et peut-être celle de Neymar, si Neymar participe à la compétition. Oui, c'est intéressant de voir cette longévité. On aurait eu du mal à imaginer ça il y a quelques années. Et finalement, bon, Messi laisse toujours planer le doute. Il était au tirage au sort, mais enfin parmi le public, mais il n'a pas encore confirmé formellement sa participation. Il attend de voir s'il sera parfaitement en forme, mais à moins d'être blessé ou d'être très diminué, il devrait faire partie de cette Coupe du Monde. Cela dit, il a 4 ans de plus qu'en 2022. Ça, Et puis alors, il y a une star qui est très attendue. On peut l'entendre d'un peu partout parce qu'il avait marqué les esprits durant une certaine finale. Avec Adrien Rabiot dans la partie de terrain argentine. Mbappé vers Thuram, attention, Mbappé la frappe, l'égalisation, le doublé de Mbappé, incroyable. Et en 2 minutes, l'équipe de France recolle à cette équipe d'Argentine. C'est écrit, les Argentines-France en Coupe du Monde, c'est n'importe quoi. Merci Coman. N'importe quoi. Alors, c'était la voix d'Antoine qui avait le privilège de commenter cette finale quand nous étions au Qatar. J'ai une simple question pour vous tous, parce qu'on a tous vécu cette finale d'une façon absolument incroyable, on s'en souvient tous, je pense. Est-ce que c'est possible qu'il y en ait une encore aussi folle, Antoine ? Ça me paraît quand même très très difficile, parce que toutes les planètes se sont alignées ce soir-là, à ce moment-là, pour que ça se passe. Mbappé, il aime bien jouer contre l'Argentine. Et je ne pense pas qu'on revive un match de cette intensité-là à ce moment-là d'une Coupe du Monde de sitôt. Rémi, est-ce que vous pariez sur une finale encore un peu folle ou finalement ça... Parce que souvent on est habitué à des matchs bien au contraire en finale où personne n'ose jouer, où des fois c'est très même trop long une finale. Je m'attends même à plus que ça. Ah bon ? Ah oui, je m'attends à plus que ça parce qu'il faut quand même dire qu'à l'époque, c'est vrai que Mbappé était encore beaucoup plus jeune. Cette fois-ci, il a une grande maturité quand on essaie de regarder son coefficient de but. Et surtout, il faut savoir aussi que lui-même... Oui, il est madrilène, il est en train de vouloir battre le record de Klose. On a l'impression qu'il est en mode Coupe du Monde. Hein. Voilà, il manque juste 4 buts. C'est-à-dire que lors de cette Coupe du Monde-là, il peut exploser. Donc aujourd'hui, je crois que ce sera l'homme à surveiller de trop près. Et surtout, il y a Doué qui arrive et il y a bien évidemment aussi, voilà. Non, mais moi, la tendance est justement à ce qu'on ait des matchs comme ça de plus en plus fous. Échevelés un peu, comme parce on que voit regardez, en Ligue des Champions. Finale de la Coupe du Monde 2006, 2010, 2014, c'était pas très spectaculaire, c'était même plutôt boring. Mais 2018, déjà, c'était bien échevelé. Et 2022, on a effectivement atteint un truc incroyable. Si vous regardez la dernière Ligue des Champions, c'était pareil. Le dernier mondial des clubs, c'est pas. On a aujourd'hui des équipes qui jouent l'offensive, des gens qui veulent du spectacle et des champions qui veulent marquer l'histoire en réussissant des doublés, des triplés, des quadruplés. Donc, on devrait avoir des matchs de plus en plus comme ça. Alejandro, est-ce que les Argentins ont peur de retrouver la France ? Non, je ne crois pas qu'ils aient peur de retrouver la France. Ils en gardent un bon souvenir. Ils en gardent un bon souvenir et ils aimeraient bien retrouver la France, oui, je pense. Mais pas avant la finale. Allez, on court vers les cartons et surtout les cartons de nos auditeurs. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Nos cartons sélectionnés par... vos cartons, pardon, et sélectionnés par Saliou Diouf. Bonjour la Radio Foot Internationale. Je m'appelle Landry depuis Kolwezi en République démocratique du Congo. Mon carton est rouge comme mon casque. Et très rouge comme mon casque. À l'envers de la FIFA qui manipule la CAF. S'il s'agit de l'Euro, il libère les joueurs avant. Mais s'il s'agit de la CAF, il libère les joueurs à 6 jours de la compétition. Quel manque de respect. Vraiment, c'est d'une façon d'humilier l'Afrique. Un carton très, très, très rouge pour la FIFA, surtout pour leur président Gianni Infantino. Salut Radio Foot International, c'est Abou Huraira Ali Othman de N'Djamena au Tchad. Je donne carton vert à l'équipe de Palestine qui a battu le Qatar, pays organisateur de la Coupe arabe.
1-0 malgré le contexte difficile. Chapeau aux joueurs palestiniens. Bonjour Café des Sports, c'est Abousso depuis Nouakchott en Mauritanie. Mon carton il est vert, comme le mur qui est derrière moi vert pour Kylian Mbappé pour ses 16 buts en Liga en début de saison. Et c'est extraordinaire. Il est en train de faire une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Je salue toute l'équipe de Radio Foot, Xavier Barré, Mingono et la grande dame Annie Gasnier. Bonjour Radio Foot International, c'est Dersim Beaucoup depuis le Congo-Brazzaville. J'adresse un carton vert à Rafinha. Depuis son retour, le Barça a repris la forme. Je pense que Rafinha joue à un niveau Ballon d'Or, comme l'a dit le coach de l'Atlético Madrid. J'espère vraiment que Rafinha, c'est le prochain Ballon d'Or. Bisous à toi Rafinha, carton vert à toi. Merci Madame Annie de toujours nous faire plaisir. Je vous aime beaucoup. Ciao. Bonjour Café des Sports, c'est Joseph Chibemba depuis Kinshasa en RDC. Mon carton, il est rouge pour la FIFA et la CAN qui ont attendu les dernières minutes pour annoncer leur décision. Totalement manque du respect. Bonsoir Radio Foot International, moi c'est Ousmane SP de Tingamena. Je donne le carton vert à Kylian Mbappé pour son doublé face à l'Atlético Bilbao. Rémi, qui dédié mon jardin à Rémi Ngono. Bonjour Café des Sports, c'est Isiaga Tigaro, Guinéen résident en Allemagne. Mon carton il est rouge contre la Fédération guinéenne de football qui rêvait d'une qualification imaginaire. La honte à cette fédé qui nous ont fait croire que Kaba Diawara était le problème. Bonjour Radio Foot International, c'est Darsen Ngoma depuis le Congo-Brazzaville. Abel Ngoma. J'adresse un carton rouge à mon équipe de cœur, Liverpool, qui ne cesse de me décevoir depuis plus de 10 matchs. Et je pense que l'entraîneur Arne Slot devrait être limogé. On doit faire revenir Jürgen Klopp car l'équipe de Liverpool est en train de sombrer de mal en pire. Merci à vous et bonne émission. Ciao. Ciao. Bonjour, Café des Sports. Je m'appelle Wadi Razaka depuis Calavi au Bénin. Je donne un carton vert comme cette feuille que je tiens en main à toute l'équipe du Café des Sports, Alain Gasnier, le duo Xavier Barré, Rémi Ngono qui nous fait toujours rire chaque vendredi. Vraiment, je dis grand merci à vous pour tout ce que vous faites pour nous passionnés du foot. Vraiment, bonne continuation à vous et bonne émission. Eh bien, merci beaucoup à tous. Merci à cette auditrice, spectatrice qui nous a envoyé son carton. Alejandro Valente, vous voyez, les cartons, c'est toujours là et nos auditeurs et internautes sont toujours au rendez-vous. Ça fait très plaisir de voir ça. Hein Oui. Ça continue. Bah oui, et c'est bien. Et maintenant, je pense que tout le monde a un jardin au Tchad. Voilà. Alors voilà, Rémi, vous avez vu, c'est un carton vert de très belles couleurs. Au moins, c'était un vert bien arrosé, bien Les irrigué. amis, on n'avait pas trop le temps de donner des cartons, mais quand même, est-ce qu'il y en a un ou deux? Rémi, vous vouliez... J'aimais bien le vôtre. Oui, moi je vais donner un carton rouge, oui. Rouge aux Lions Indomptables du Cameroun. Vous vous rendez compte que les Lions Indomptables du Cameroun, dans une fête comme celle-ci, ne sont pas là. Et on vous dit que le Cameroun a déjà 8 qualifications en Coupe du Monde. Et maintenant, c'est le Cap-Vert, un pays de 527 000 habitants, qui va en Coupe du Monde. Et les Lions, nous, on sera là à la télévision, en train de pleurer, en train de regarder. Oui. C'est nous qui avons fait que c'est un carton vert à la télé. Mais nous, on va regarder en pleurant à la télé. Vous vous rendez compte, Annie, que c'est nous qui avons fait que l'Afrique ait des places supplémentaires à la Coupe du Monde grâce à cette prestation. Cette semaine, on a reçu André Canabic, Rémi. Ah oui, c'est dommage. 1990, la Coupe du Monde. Donc tout ce que nous avons fait, c'est que nous, on a appelé les autres que venaient à la Coupe du Monde, comme le dit un proverbe africain. La cloche appelle les fidèles à aller à la messe, mais elle-même ne participe pas. Bon, Rémi, voilà, vous aurez eu le mot de la fin. Je suis désolée, les amis, nous, on n'a pas le temps de donner vos cartons, mais on en avait donné dans la première partie de Radio Foot. Alejandro, vous reviendrez quand l'Argentine jouera pendant la Coupe du Monde. Voilà, quand l'Argentine fêtera son 4e titre. Vous sortirez un petit peu de votre retraite. Merci beaucoup, Alejandro. Merci, notre duo infernal. Puis merci, Antoine. Antoine, merci, vous êtes notre porte-bonheur, hein, vous le savez. Espérons. On se retrouve avec vous pour la CAN avant tout cela. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir été au rendez-vous. Bon week-end, à la semaine prochaine.